À tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle dont voici les principales articulations. Cela fait un an depuis la tenue du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020 qui a conduit à la 4e République très controversée. Quel bilan peut-on tirer de ces 12 derniers mois? Réaction dans ce journal. Discorde au sein de l'USTG en dépit de la décision d'en tirer la hache de guerre après le décès de feu Louis Mbemba-Souma, les incompréhensions continuent au sein de cette structure syndicale. Et enfin, les services de protection des personnes vulnérables viennent de dresser leur bilan de l'année 2020 sur plus de 240 plaintes, 105 portent sur des cas de viol sur mineurs. Fini le sommaire, on marque une courte pause, puis la suite de ce JT. À tous, bonsoir et bienvenue. Merci de choisir Star 21 pour vous informer. 22 mars 2020, 22 mars 2021, un an jour pour jour depuis la tenue du double scrutin référendaire et législatif en Guinée. Ce lundi, des politiques et de la société civile ont fait le bilan de l'évolution de la situation sociale et politique du pays avec Sayon Kamara. Le 22 mars 2020, un vote a été organisé en Guinée pour l'adoption d'une nouvelle constitution et le renouvellement du Parlement. Depuis, la Guinée est dans la crise. Pour ce député de la mouvance, ce devoir citoyen était impératif pour l'évolution sociale et politique du pays. Ça a été une nécessité pour la Guinée, parce que quand nous regardons l'ancienne constitution qui était là, c'était pas du tout favorable à la population de Guinée. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réformes dans la nouvelle constitution et le fait que la jeunesse a réclamé pour que la jeunesse se représente valablement dans les institutions et dans les départements de la République. Vraiment, ce qui concerne l'institution de l'Assemblée nationale, la jeunesse est en train de montrer que vraiment. Contrairement à l'honorable Bandjou Woulare du RPG Arc-en-Ciel, le président de l'Alliance démocratique pour le renouveau ADR estime que la nouvelle constitution et la 9e législature ont été des rendez-vous manqués. Dit qu'avec la nouvelle loi, on aurait permis aux femmes d'être vraiment impliquées dans la gestion de la chose publique, on aurait pu permettre aux jeunes de participer au développement du pays, mais aujourd'hui, on en est où? On est au niveau du fait que les infrastructures routières ne sont pas là. Le peu qui existait, ça a été entièrement détruit. Il y a des problèmes de santé qui se posent. On n'arrive pas à régler cette histoire de Covid et Ebola est venu s'ajouter là. Il y a la crise permanente qui secoue toujours notre système éducatif. Au regard des conditions de vie de la population et la crise sociale et politique que traverse la Guinée, cet observateur invite les deux parties à privilégier le dialogue. On ne pourrait venir que du dialogue, la concertation, des débats d'idées, avec des idées et des arguments bien présentés et soutenus. Vous savez, même en pleine guerre, quelles que soient les difficultés, les protagonistes finiront toujours de se retrouver autour d'une table. Le double scrutin du 22 mars 2020 a été émaillé d'une violence post-électorale sans précédent. Une situation qui a radicalisé davantage les opposants au régime d'Alpha Condé. C'était un élément de reportage signé Sayon Kamara. On poursuit toujours ce journal. Le FNDC a dans un communiqué publié ce lundi défini les nouvelles orientations axées sur des revendications sociales. Le responsable de la communication du mouvement contre le 3e mandat d'Alpha Condé a dit que cela vise à répondre aux difficultés auxquelles les Guinéens font face. Compte rendu, Ibrahima Soribari. Une année après le double scrutin du 22 mars 2020, le Front national pour la défense de la Constitution brise le silence. Contrairement aux années précédentes, le mouvement compte désormais se lancer dans les revendications sociales. Le chargé de la communication du FNDC apporte des précisions. Ces déguerpissements sauvages et anarchiques que le gouvernement a entamés depuis un certain moment, nous pensons qu'il va falloir que le FNDC s'occupe aussi de ces préoccupations citoyennes. C'est pourquoi nous élargissons notre mouvement dans le social également. Et c'est l'objectif de cette déclaration qui marque l'an 1 également de l'assassinat de la démocratie dans notre pays.
Cette relance intervient dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19 et d'Ebola. Malgré l'interdiction de tout regroupement, le FNDC tient à continuer son combat. Nous n'allons pas déjà étaler notre stratégie, d'autant plus que les populations à la base déjà savent que ce que nous allons faire. Les consultations sont terminées. Maintenant, les actions de terrain viendront et les annonces seront faites pour cela aussi. Dans sa déclaration, le FNDC a retiré son opposition aux forfaitures en cours en Guinée. Il a également précisé que sa nouvelle stratégie s'articulera toujours autour de la poursuite de la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Je vous le disais à l'entame, rien ne va plus au sein de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, malgré la décision d'en tirer la hache de guerre après le décès de feu Louis Mbemba Souma. Les incompréhensions continuent au sein de cette structure syndicale. Ce lundi 22 mars 2021, notre rédaction est allée à la rencontre de Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG. Il s'est prononcé sur le blocage de cette réconciliation. Au reportage, Kadja Toubari et Ibrahima Paye Camara. Le secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Sow, ne semble plus avoir l'espoir quant à la réconciliation du mouvement syndical guinéen. Après la plainte déposée contre lui par certains de ses adversaires, ce syndicaliste a le moral bas. Aujourd'hui, il est très difficile de parler de réconciliation pendant que nous sommes vraiment en justice. Aujourd'hui, ce n'est plus Louis Mbemba Souma, alors que normalement il est décédé. Son cas en justice est éteint complètement. Quand quelqu'un décède, il n'y a plus matière à juger, il est décédé. Donc on enlève son nom, même mon nom. Vous voyez combien de fois cela apparaît ridicule. La justice ne doit pas fonctionner comme ça. La justice ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'ils ont des mains noires derrière qui veulent coûte que coûte leur donner raison sur du faux. Je pense que nos magistrats doivent faire en sorte que ce genre de choses ne se passe pas dans le milieu judiciaire. C'est inacceptable. Abdoulaye Sow soutient que ses adversaires n'ont pas la volonté de la réconciliation. D'abord, il y a cette justice, mais nos amis d'en face n'ont aucune volonté. Ils n'ont manifesté aucune volonté. Et il y a même des centrales syndicales aujourd'hui qui n'ont pas intérêt à ce que l'USTG soit réunifié. Ils n'ont pas intérêt. Nous, ce sont des gens qui nous ont quittés, qui doivent revenir à la maison. Parce que la vérité, quoi qu'on dise, est de notre côté. Aujourd'hui, nous avons une centrale extrêmement forte qui est composée des structures très sensibles. Au-delà de cette crise au sein de l'USTG, son secrétaire général a réitéré sa volonté de voir le mouvement syndical guinéen réconcilié dans l'intérêt de tous. Il invite également les acteurs de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée au dialogue afin de promouvoir la paix. Également dans l'actualité nationale, le 22 mars, c'est la journée internationale de l'eau. Le thème retenu cette année est la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Ce lundi, un spécialiste s'est prononcé sur le manque d'eau auquel les Guinéens sont confrontés. Reportage réalisé par Mamadou Bintayalo. On fête la journée mondiale de l'eau ce 22 mars, mais les robinets sont secs en Guinée. Considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, un spécialiste du domaine hydrographique apprécie l'initiative de cette journée. Par rapport à notre position géographique, il faut vraiment fêter cette journée. Mais le constat est que aujourd'hui, le problème d'eau en Guinée est un défi qui est à relever. On a plusieurs cours d'eau. Nous sommes qualifiés de châteaux d'eau de l'Afrique. Mais il n'y a pas d'eau dans les ménages. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, c'est une catastrophe. Je pense qu'il faut vraiment trouver une solution. Selon Mamadou Kondé, l'État doit ravitailler les citoyens en eau potable.
pour éviter la construction anarchique des forages. Pourquoi j'ai interpellé l'État? Il faut que l'État joue son rôle en termes de ravitaillement d'eau si les citoyens n'ont pas d'eau. Si les mécanismes mis en place ne fonctionnent pas ou sont devenus cadis ou des équipements qui sont mis en place ne travaillent plus, les citoyens ne peuvent pas vivre sans l'eau. Ils sont obligés de réaliser des forages. Mais n'oubliez pas les conséquences de cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre la nature du sol guinéen, sur précisément la capitale Conakry. Aujourd'hui, vous allez voir dans un quartier plus de 15-20 forages. Tout ça là ont des conséquences sur le sol. Des citoyens rencontrés ont refusé de se prononcer sur le manque d'eau à Conakry. Selon eux, leur cri de cœur n'a jamais été entendu par les autorités. Également dans l'actualité nationale, la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables dresse son bilan de l'année 2020. Sur 243 plaintes, 105 portent sur des cas de viol sur mineurs. Le commandant de la dite brigade est revenu ce lundi sur ces statistiques. Suivez. Au cours de l'année 2020, la brigade spéciale des personnes vulnérables de Bellevue a enregistré 243 procédures sur les violences basées sur le genre, dont 105 cas de viol sur mineurs. Le commandant de la brigade spéciale des personnes vulnérables en parle. Et vous comprendrez aisément que sur les 243 cas, vous avez vu déjà la position que le viol prend, on a initié 105 cas de procédure, ne serait-ce que les cas de viol. Et ça, tenez-vous bien que c'est des viols sous mineurs. L'âge varie de 2 ans à 15 ans. Et l'âge des présumés violeurs varie de 25 ans jusqu'à 60 ans. Le viol est une infraction condamnée en Guinée. Cependant, certains se demandent où aller se plaindre. Ce gendarme brigade revient sur les démarches à suivre. La première façon de nous mettre en mouvement, c'est quand il y a dépôt de plainte. Lorsqu'un citoyen se sent brimé dans ses droits ou lorsqu'il est victime d'une infraction, dépose plainte. Et le dépôt de plainte est gratuit. Il n'y a pas à dire il faut que j'ai l'argent pour porter plainte. C'est un droit qui revient aux citoyens, il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas d'argent à payer pour déposer une plainte. Ça, c'est notre première façon d'être mis en mouvement. La deuxième façon, c'est constatation d'initiative. On peut constater nous-mêmes. Nous, en tant que gendarmes, on peut avoir des renseignements et on se met en mouvement, c'est-à-dire on s'auto-saisit. Ou par la clameur publique. Ça veut dire qu'il y a la population qui constate un fait. Et ce bruit-là peut nous mettre aussi en mouvement. Ou on peut aussi être mis en mouvement par l'hierarchie, c'est-à-dire soit l'hierarchie militaire, parce qu'il y a le haut commandement qui nous met en mouvement, quand il y a des cas, parce qu'il y a des citoyens qui peuvent aller directement les voir, se plaindre là-bas, sachant que nous sommes les spécialistes et eux peuvent nous saisir. Donc l'hierarchie peut nous mettre en mouvement. Ou l'autorité judiciaire. Commandant Bernard Tenguiano demande aux parents de parler de ce phénomène avec leurs enfants. Selon lui, l'éducation sexuelle des enfants et leur surveillance devrait être une priorité. On en vient à présent à cette autre actualité. Un incendie d'origine électrique s'est déclaré dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 mars 2021 dans une famille au quartier Cité de l'Air dans la commune de Matoto. Les enfants ont été sauvés de justesse. La maison et tout son contenu sont partis en fumée. N'est-ce pas, Omar Condé et Ibrahim Khalil Silla? Le feu s'est déclaré aux environs de 5 heures du matin dans la famille Camara au quartier Cité de l'Air, commune de Matoto. Tous les habitants profitaient de leur sommeil. J'ai vu l'incendie sur la maison. J'avais vu des gens qui jetaient de l'eau et le sable. Donc, toute la maison avait pris du feu et rien n'était sorti. Un court-circuit serait à l'origine de ce désastre. Grâce au concours du voisinage, le pire a été évité. Les enfants ont été sauvés des flammes, mais le feu n'a pas été maîtrisé. C'est le petit qui avait vu le feu. Il est venu alerter sa maman. Tu vois, quand elle a averti sa maman était troublée. Elle est même sortie de laisser les autres enfants derrière. Tu vois, c'est maintenant les voisins qui sont venus prendre les enfants pour les faire sortir au dehors. Les sapeurs-pompiers arrivés en retard parviendront à éteindre le brasier. Les victimes sollicitent de l'aide de l'État et de bonne volonté. Nous avons tout perdu. Que l'État nous vienne en aide, particulièrement le général Toumani Sangari de la douane nationale.
Dieu merci, grâce à l'aide du voisinage, le fait a été éteint et il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il y a eu des dégâts importants, mais nous comptons sur les autorités du pays et des bonnes volontés. Les incendies sont devenus récurrents à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Malgré de multiples interpellations de l'État par les populations, les services de protection sociale peinent à être disponibles partout à temps. Direction à présent à l'intérieur du pays, bientôt un pont reliant la sous-préfecture de Sangaréa à plusieurs districts dans la préfecture de Pita. La pose de la première pierre de l'infrastructure a eu lieu samedi. Le pont sera construit sur le fleuve Kokulo grâce aux ressortissants de Ninguetere et de Aléré pour désenclaver ces localités coupées des autres pendant la saison pluvieuse. Alpha Oumar Diallo, de retour de Pita, nous signe ce publi-reportage. Ils sont sortis nombreux ce samedi pour assister à la pose de la première pierre d'un pont sur le fleuve Kokulo, une initiative des ressortissants de Ninguetere et Aléré. Dans son discours de bienvenue, leur porte-parole a rappelé que cette journée est historique. Ce jour est un jour mémorable pour tous. Je remercie aussi nos parents voisins venus de loin ainsi que toutes les personnes de bonne volonté qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Le sous-préfet de Sangaréa, dont relèvent Ninguetere et Aléré, a magnifié ce projet. Il a rassuré qu'il sera le premier surveillant de ce chantier. La sous-préfecture est très contente parce qu'on a 2 districts qui étaient enclavés de Sangaréa, Ninguetere et Aléré. À l'hivernage, on ne pouvait pas venir ici à cause du fleuve là. Donc, comme Dieu fait les choses, qu'on veut entamer ça, vraiment nous sommes très contents. Et on encourage la population à aider l'entrepreneur à faire le travail dans les règles de l'art. Des citoyens espèrent voir leurs rêves se réaliser. Ils ne seront plus coupés des autres contrées. Nous disons Alhamdulillah, c'est un jour que tout le monde attendait. Le pont de Kokulo, il va nous aider à transporter les denrées alimentaires. Par exemple, nous cultivons le riz, nous cultivons le maïs, il y a le mangue, les oranges. Tout ça, ça pourrit ici parce qu'on n'a pas la route. On n'a pas de moyens pour transporter les fruits là dans la ville, dans la capitale. Donc, ce pont-là, une fois fonctionnel, nous pouvons transporter ces denrées de première nécessité là dans la ville. D'une longueur de 54 mètres sur 4,50 mètres de large, ce pont va s'étendre sur 3,50 mètres. Le coût de sa réalisation est estimé à 2,9 milliards de francs guinéens. Le délai d'exécution des travaux est de 120 jours. On en vient à présent aux actualités sportives. Ce lundi 22 mars, la Confédération africaine de football a qualifié le Tchad des éliminatoires de la CAN 2021. Notre reporter a rencontré ainsi un analyste sportif pour parler de l'impact de cette décision dans le groupe A du Sili national. La nouvelle est tombée ce lundi 22 mars 2021. Le Tchad ne prendra plus part aux éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Dans la décision, les raisons n'ont pas été données. Mais en décembre 2020, la CAF avait noté une ingérence des politiques dans la gestion du football au pays d'Idriss Déby Itno. Kerno Seydou Diakité explique l'incidence de cette décision sur le Sili de Guinée, qui est dans le même groupe que le Tchad. En dépit du fait que le Mali, quel que soit le cas de figure, est qualifié, parce qu'ils sont leaders du groupe avec 10 points, nous on a 8. Et on évoquait à 9 tout à l'heure les clauses du règlement de la CAF, à savoir qu'une équipe disqualifiée, en cas de match, l'adversaire bénéficie des 3 points sur le tapis vert. Cette annonce de la CAF lance un signal fort aux autorités guinéennes concernant le congrès de la FEGIFOOT prévu fin avril, estime ce consultant sportif. C'est vrai, c'est un avertissement. Parce que figurez-vous, en 2002, je crois, aux Seychelles, on était qualifié pour la Coupe du Monde. Il y a eu une intervention des autorités et la FIFA nous a suspendus. C'est un avertissement, en fait, pour la Guinée, pour
toutes les autorités continentales. La fédération, c'est une association qui est indépendante, en dépit du fait que les fédérations sont des organes délégataires des ministères, mais la FIFA ou la CAF ne supportent en aucune manière une immixtion, qu'elle soit directe ou indirecte, dans la gestion de ces fédérations. Selon les dispositions des articles 61 et 64 du règlement de la CAF, le Tchad est considéré comme un perdant des 2 matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires contre la Namibie et le Mali, ce qui remet un peu à zéro les compteurs pour le Mali, la Guinée et la Namibie. Pour clore ce journal, la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu a tenu sa 2e assemblée élective ce dimanche 21 mars dans la salle du Comité olympique et sport guinéen. 14 membres statutaires sur 20 ont pris part à cette rencontre. Le président sortant est réélu pour un mandat de 4 ans. Ibrahima Diallo, explication. À ce 2e congrès électif de la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu, avant le vote, le président sortant a rappelé le bilan réalisé. Durant les 4 années passées, nous avons pu réaliser ensemble. En 2016, nous avons eu un finaliste au prix Nimba d'Or dans la catégorie meilleur sportif de l'année. 2017, participation au championnat de Wushu à Agadir au Maroc avec l'obtention de 2 médailles d'or et 3 médailles d'argent. 2018, participation aux Jeux africains de la jeunesse à Tunis, sanctionné par l'obtention d'une médaille de bronze. Le Wushu a été la discipline à obtenir une médaille pour la Guinée. Au terme de cette assemblée, Dr Ismaël Pierre Camara, candidat à sa propre succession, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Mes sentiments sont immenses. Donc je profite de ce micro pour remercier tous mes proches collaborateurs qui ont une fois de plus eu confiance en moi. Et ils m'ont plébiscité pour être à la tête de notre fédération pour 4 années. Le secrétaire général du comité olympique et sport guinéen estime que le droit a été dit dans cette élection. C'est notre mission, le respect de ces textes qui constituent la Bible ou le Coran d'une fédération sportive nationale. Vous avez fait une assemblée librement, sans aucune pression. Chacun a exprimé sa voix. C'est ça aussi la démocratie dans le sport. Malgré les dispositions sécuritaires mises en place, des échauffourées ont éclaté entre les élèves de quelques mètres et des agents des forces de maintien de l'ordre. Ces apprenants n'ont pas apprécié l'interdiction de leur maître d'accéder dans la salle. Ils se disent contre la tenue de cette assemblée. Cela fait aujourd'hui 24 jours que le doyen Amadou Djoulde Diallo, journaliste sportif et historien, est en prison. Notre pensée à lui et à toute sa famille. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé pour vous par Mariam Bari. Merci à l'équipe technique du jour et à la rédaction de Star 21 TV. À tous, au revoir.